la chambre d'isolement d'un hôpital psychiatrique. Aujourd'hui, le malade ne se retrouve plus isolé sans présence physique pendant des heures et des jours comme autrefois. Dans le temps, lorsqu'une personne démontrait une incohérence psychologique, ce n'est pas nécessairement à l'hôpital qu'elle se retrouvait, mais à l'asile, là où on internait ceux qui nous faisaient peur. Puis un jour, les fous, comme on les appelait dans le temps, ont crié au secours. Des portes se sont ouvertes. Des chambres, qui étaient de véritables cachots, se sont vidées. Les hôpitaux ont enfin traité les maladies de l'esprit au même titre que les maladies du corps, dont elles font aussi partie. Ça ne veut pas dire pour autant que tous nos préjugés se sont envolés. Il y a encore des mots qui font peur. À voir ces jeunes se balader dans la nature, qui pourrait soupçonner qu'ils mènent un combat incessant contre une maladie terrible, la schizophrénie? Généralement, les premiers symptômes apparaissent vers la fin de l'adolescence et se manifestent par des crises aiguës d'hallucination ou de délire. Les premières difficultés que j'ai eues, j'ai refusé de me laver parce que j'avais peur de m'électrocuter. Puis finalement, jour après jour, ça l'empirait et finalement, j'étais à l'hôpital. Moi, c'était plutôt hallucinations et voix très extraterrestres, très science-fiction, les vaisseaux spatials, les monstres, CME, puis... Tu t'embarques là-dedans, puis c'est comme t'as l'impression que c'est vrai aussi. C'est pas parce qu'il y en a qui pensent qu'on n'est pas intelligent parce qu'on raconte des affaires absurdes, mais c'est pas... On dirait que tu perds ton jugement, ça devient naturellement, c'est ton cerveau, on dirait qu'il produit ça, ces pensées-là, puis ces voix-là, puis tu penses que c'est vrai. Je prenais mes parents pour des gens dangereux. Je pensais qu'à un moment donné, dans mon tricotage que je faisais dans ma tête, je pensais que c'était des gens qu'ils avaient remplacés, qui avaient eu de la chirurgie plastique, que c'était pas mes vrais parents. Dans le cas de Lucie, les crises aiguës portent le nom de délire, ce qui signifie que la malade voit ou interprète la réalité de façon déformée, incohérente. Pour d'autres, les crises prennent la forme d'hallucinations. Le malade perçoit alors des images ou des sons qui n'existent pas et qui souvent sont menaçants. Dans la majorité des cas, ce sont des voix qu'il entend. Mais comment expliquer ces symptômes dramatiques qui isolent le malade de son entourage? On a longtemps pensé qu'ils étaient le fruit d'une relation pénible avec les parents. Mais aujourd'hui, grâce à l'imagerie médicale, on sait que la schizophrénie est une maladie organique, tout comme le diabète ou l'hémophilie. Le docteur Jean-Paul Soucy, spécialiste en médecine nucléaire, a consacré une partie de ses recherches au cerveau des schizophrènes. L'étude de la circulation du sang dans le cerveau l'a particulièrement frappé. Ce scanner d'un schizophrène révèle certaines zones moins brillantes que la normale. Cela correspond à une diminution de la circulation sanguine dans la région du lobe temporal. Pendant une crise aiguë, par contre, le débit sanguin est fortement accéléré. La schizophrénie est donc liée à un trouble organique. Il y a eu des cas rapportés de façon très claire là, de patients qui souffraient d'hallucinations auditives très intenses, qui montraient des augmentations dramatiques du débit sanguin cérébral, ce qui traduit encore une fois directement une augmentation de l'activité métabolique organique de ces régions-là. Ce qui nous montre bien que quand ces patients nous disent qu'ils entendent les voix, ils les entendent vraiment, même s'il n'y a pas de support physique, même s'il n'y a pas vraiment de son qui frappe leur oreille. Définitivement, organiquement, le cerveau de ces patients réagit et répond à des pseudo-voix. Il n'y a aucun doute que ces patients-là n'inventent pas leurs voix, ils les perçoivent réellement. En fait, ces dérèglements sont causés par un déséquilibre des neurotransmetteurs du cerveau. Ces molécules jouent un rôle essentiel dans la transmission du message d'une cellule à l'autre, qu'il s'agisse d'une pensée, d'un mouvement ou d'une émotion. Dans le cas de la schizophrénie, au moins 2 neurotransmetteurs sont en cause, la dopamine et la sérotonine. Une surabondance de ces neurotransmetteurs dans certaines parties du cerveau y déclenche une tempête cérébrale, et c'est la crise.
Seuls les médicaments appelés neuroleptiques peuvent réussir à éliminer ces symptômes en bloquant l'action de la dopamine et de la sérotonine. Mais comme le diabétique avec son insuline, le schizophrène doit prendre ses médicaments de façon continue. Sinon, c'est la rechute. L'hospitalisation est toujours nécessaire pour déterminer le bon dosage. Ça s'améliore d'habitude en 1 mois à peu près en milieu hospitalier et ils reçoivent leur congé avec la directive de continuer leur traitement en externe. Sauf que s'il n'y a pas de relance, s'il n'y a pas un milieu protégé, s'il n'y a pas une réadaptation, ces gens-là abandonnent leur traitement. Et 2, 3, 6 mois plus tard, se retrouvent dans la rue. Et on estime actuellement qu'il y a à peu près 1/4 des hommes itinérants qui sont les schizophrènes et 1/3 des femmes itinérants qui sont les schizophrènes qui ont arrêté leur traitement. Si vous le voyez passer, demandez-lui, je ne me sens pas perturbé, je vois rouge quelquefois, mais c'est pas... C'est 17, 14, 24, 32, 37, Saint-Denis, une vitrine cassée. Ils sont ramassés par la police, ils reviennent à l'hôpital, ils reprennent un autre épisode de traitement et par la suite peuvent encore se retrouver dans la rue s'il n'y a pas une structure pour les accueillir à l'extérieur. C'est pour éviter ces échecs que le psychiatre Pierre Lalonde a fondé une clinique pour jeunes schizophrènes. Bien sûr, la réaction aux médicaments est suivie avec attention. Mais pour l'équipe, le gros des efforts est surtout consacré au traitement des autres facultés qui sont détériorées par la maladie. C'est les fonctions mentales supérieures, c'est-à-dire la concentration, l'attention, la capacité de maintenir une tâche d'une façon continue. Ça entraîne comme une sorte d'apathie qui fait que la motivation manque pour faire des activités de la vie quotidienne, le manque de plaisir dans les relations sociales. Alors ça, c'est tous des déficits, des symptômes déficitaires qui suivent la schizophrénie. Encore aujourd'hui, la seule clé que l'on possède pour corriger ces problèmes, ce sont les exercices de réadaptation. La clinique offre donc à ces jeunes patients diverses activités de loisirs, des sessions de thérapie individuelle, de même que des ateliers axés sur la communication. Quand tu ignores que tu es schizophrène et que tu l'apprends, ça donne un dur coup. Parce que tu connais pas encore cette maladie-là, tu es comme un peu tout le monde, toi aussi tu as tes préjugés. Et puis tu dis non, je suis pas schizophrène, c'est une dépression, puis bonjour, hein, j'ai pris ma médication, ça va stabiliser. Quand tu l'apprends, bien là, tu vas apprendre à vivre avec. Comme autrefois, tu avais la schizophrénie, tu envoyais que ta prescription de pilules, puis tu t'expliquais rien. C'était pas surprenant que tu lâchais tes pilules, puis tu retombais dans ta maladie. C'est pas surprenant, mais à cette heure, ça aussi, c'est quelque chose qui m'a aidé à la clinique. Ils ont pris le temps de m'expliquer. Puis ils ont pris le temps de répondre à mes questions et à mes inquiétudes que j'avais. Pour moi, personnellement, l'espoir est relatif. Certaines gens vont s'en tirer. Certains vont vivre une vie normale, d'autres beaucoup moins, d'autres aucunement. Ça va être une vie de vivre de bien-être social, puis de pauvreté, de ne pas pouvoir travailler, de ne pas pouvoir faire beaucoup d'activités. L'important, je pense, c'est de donner aux gens le meilleur du suivi, leur permettre d'avoir une meilleure vie possible, puis les traiter avec respect. Un des grands drames de cette maladie, c'est qu'elle frappe les jeunes de plein fouet, à l'époque où tous les rêves commencent à prendre forme. Comme ils sont particulièrement vulnérables au stress, la conquête de l'autonomie par le travail devient donc un lourd défi. Pour les jeunes comme Lucie, qui sont prêts à réintégrer le marché du travail, il faut donc un milieu adapté à leur handicap. C'est le cas de Sextant, un atelier protégé qui a accueilli Larry il y a quelque temps. Malheureusement, les centres de transition sont encore trop peu nombreux pour répondre aux besoins des quelques 60 000 schizophrènes que compte le Québec. Actuellement, on estime que dans tous les pays, et ça, c'est pas parce qu'il y a au Québec, c'est la même chose partout, et c'est la même chose sans doute à toutes les époques, il y a à peu près 1% de la population qui est touchée par cette maladie-là.
Donc ça enlève beaucoup cette idée que c'est une question d'éducation en Occident, qu'on a des mères ou des pères particulièrement effrayants ici. C'est la même chose en Asie ou en Afrique, ou chez les Esquimaux. C'est 1% de la population qui est affectée par cette maladie-là. Mais alors, quelle est donc la cause véritable de cette maladie? C'est ce que tente de trouver un groupe de chercheurs rattachés à l'hôpital de Giffard, à Québec. D'accord. Regarde, Michel, le gène a l'air d'être dominant. Dirigé par le psychiatre Michel Maziad, leur recherche englobe les cas de schizophrénie d'une grande partie du Québec et du Nouveau-Brunswick. C'est qu'on a des personnes affectées sur 2 générations. Oui, la mère ici en noir, le cercle noir, avec ses enfants, dont un fils et une fille. Puis ici, il y a une personne qui est probablement aussi atteinte de la schizophrénie. Puis on verra qu'est-ce qui arrivera des enfants de cette mère-là éventuellement dans 2 ou 3 ans. Parmi les aspects importants, on veut vérifier comment, à l'intérieur des familles affectées, la maladie se transmet de génération en génération. Déjà, certaines révélations inattendues émergent de ces travaux. L'hérédité n'est pas le seul facteur en cause. On a 2 groupes. Un groupe qui aurait donc une forme familiale, probablement une forme où est-ce qu'il y a une composante héréditaire, génétique, étant donné qu'on observe une transmission verticale de génération en génération. Et un groupe de malades qui eux, sont isolés, qui auraient donc une cause plus environnementale, que ce soit une cause, un dommage à leur cerveau durant la grossesse ou à l'accouchement, ou des facteurs qui auraient créé la maladie. Mais pour les chercheurs, la réalité est encore plus complexe. Ces 2 groupes de patients engloberaient plusieurs types de schizophrénie, d'où la grande variété des symptômes, hallucinations visuelles, auditives, délires et autres. Le groupe de Giffard s'intéresse également à l'identification des gènes responsables de la schizophrénie de forme héréditaire. Vincent Raymond, biologiste moléculaire, coordonne cette recherche. Dans ce domaine, tout est à faire, puisque l'annonce, il y a quelques années, de la découverte d'un gène responsable de la maladie s'est révélée être une erreur. Quant aux travaux sur les facteurs environnementaux, certaines hypothèses attirent l'attention. Par exemple, celle d'un virus qui créerait des dommages au cerveau pendant le premier trimestre de la grossesse. Mais pour le moment, on en est encore au stade des premiers balbutiements. Il n'y a pas de doute, on est dans l'ignorance. Il faut le dire parce que plusieurs croient qu'on a investi autant depuis 1950 sur le système nerveux et sur les maladies psychiatriques qu'on a investi dans les autres maladies. Et que si maintenant on en sait si peu, c'est parce qu'il n'y a rien à faire. Le cerveau, c'est trop compliqué, les maladies psychiatriques, c'est trop compliqué. C'est pas la raison. La raison, c'est qu'il n'y a pas eu d'investissement. Il n'y a pas eu de chercheurs. Et que les grandes découvertes vont se faire d'ici en médecine, d'ici 15 ans, sur le cerveau, sur le système nerveux, sur l'interaction entre le système nerveux et puis les facteurs de l'environnement, et sur les maladies psychiatriques. Qu'on le veuille pas, on va vivre avec une bonne secosse parce qu'on n'a pas découvert la pelule miracle, on n'a pas découvert encore la chirurgie miracle parce qu'on ne sait pas. C'est pas aussi dangereux qu'on le pense. Autrement dit, on est plus sensible aux sentiments, on est plus sensible au stress, on est plus sensible aussi à regagner de la confiance envers les personnes pour leur dire qu'on est normal.